je disais, merci d'abord donc aux organisateurs et organisatrices qui ont adjoint le Gard à cette séance. Le Gard qui certes est très très différent de la région marseillaise, qui a tout de même des attaches provençales malgré tout, mais globalement et en particulier sur le plan politique très différent à l'époque de la région marseillaise. Alors dans le Gard, donc la période de 1870-71, de la veille de la guerre à juillet 71, est particulièrement intéressante parce qu'elle est politiquement décisive. En effet, c'est la première fois qu'à l'issue de ces événements qui sont, il faut le rappeler, inattendus, bouleversants pour la population, et dans un scrutin très clair en juillet 71, la majorité de la population qui avait jusqu'ici suivi soit des candidats officiels du pouvoir bonapartiste, soit des candidats royalistes, se prononce pour la République. Et c'est cette transition donc que cette communication se propose d'étudier. Alors, un mot d'abord sur la situation politique du Gard qui compte à l'époque environ 400 000 habitants. Cette situation, au fond politique, elle a été révélée par l'introduction du suffrage universel en 1848, car en donnant la parole au peuple, celle-ci a montré l'existence de deux courants politiques principaux, mais de force inégale. À droite, un puissant courant royaliste à dominante légitimiste, Mme Richard a expliqué ce que c'était, c'est-à-dire se réclamant d'Henri V, comte de Chambord en exil mais prétendant au trône. Ce courant est dominant dans presque toutes les villes du département et plus largement dans l'Est rhodanien et dans l'extrême ouest cévenol. À gauche, alors il faut que je passe sur la... Oui. Attendez, on va essayer de passer sur la deuxième. Ah, bon, ça va aller, ne vous inquiétez pas. Normalement, non. Alors, oui, ça y est. Donc, à gauche, donc, un courant enraciné dans le monde protestant qui revendique l'héritage de la Révolution française, qui est patriote au sens qu'on donnait à ce mot en 1789, et qui est porté vers le républicanisme. Et ce courant, vous le voyez à travers donc une élection complémentaire de janvier 1850. Et ce courant, donc, est important. Qu'est-ce qui ne va pas ? On n'a pas mis une diaporama à partir du début. Ah ben voilà, c'est ça. Ce courant, donc, est important, sinon dominant, dans une grande diagonale, vous la voyez très bien sur la carte, qui part du nord-ouest du département pour aller au sud-est, c'est-à-dire la vallée du Gardon, plus une partie des Basses-Cévennes, plus le canton ouest de Nîmes et une petite dépression agricole proche de Nîmes qu'on appelle l'Avonage. Mais entre ces deux forces qui étaient dominantes donc en 1848 et jusqu'en 1851, le bonapartisme a enfoncé une espèce de coin extrêmement puissant et il a dominé la vie politique pendant tout le Second Empire en utilisant tous les moyens dont pouvait disposer un régime autoritaire, et je ne peux pas évidemment les exposer. Et il a réduit les républicains et les légitimistes à l'opposition. Et on en est encore là à la veille... Ah ben attendez, je vous répare quand même. Voilà. Et on en est encore là, donc, à la veille de 1870. Alors, à cette date, quelle est plus précisément la situation du mouvement républicain dans le Gard ? Depuis la sévère répression de l'insurrection de 1851, le mouvement républicain s'était lentement reconstitué en profitant, surtout à partir de 1868, d'une certaine libéralisation du régime impérial. En 1869, il y a 4 circonscriptions dans le Gard. Alors, dans les 2 circonscriptions de Nîmes 1 et d'Alès, les candidats républicains avaient obtenu 38,9% et 36,5% des voix, ce qui était pas mal. Dans les 2 autres, la seconde circonscription de Nîmes et celle d'Alès, eh bien, et celle du Vigan, d'autre part, eh bien, les résultats étaient moins bons.
seulement 22 et 23,7%. Ces progrès étaient dus d'abord à la mobilisation d'un électorat qui jusqu'ici était plutôt abstentionniste, n'osait pas trop se manifester, et d'autre part, ces élections de 1869 avaient permis au Parti républicain, et ça c'est très intéressant à l'époque, de pénétrer pour la première fois au milieu ouvrier comme à Bessèges. Non pas, Bessèges c'est le centre industriel, mais de la sidérurgie. Et non, la Grand-Combe, tout le bassin minier est resté donc aux mains des conservateurs. À cette occasion aussi, en 1869, des tendances assez nettes s'étaient mieux dessinées dans le Parti républicain. Elles s'étendaient d'un républicanisme très modéré, flirtant avec le simple libéralisme, jusqu'à des gens qui étaient plus radicaux, des irréconciliables, comme on les appelait à l'époque. Mais ils étaient encore assez faibles. Alors, le résultat des élections de 69 pouvait susciter évidemment des espoirs. Mais le plébiscite de 1870, de mai 1870, dont a parlé Mme Richard aussi, organisé par le pouvoir pour renforcer sa légitimité, les ramena à de plus justes proportions. Les républicains ne parvinrent pas à dégager et définir une tactique commune entre le non et l'abstention, et au total, le non n'obtint que 36% des voix. Et encore, toutes ces voix, ce n'étaient pas seulement des voix républicaines, parce qu'une partie des légitimistes avait appelé à voter non. Donc c'était un résultat extrêmement décevant. Telle était donc la situation à l'issue du plébiscite de mai 70, et les républicains, ayant peu l'espoir de l'emporter dans l'immédiat, ne pouvaient que s'orienter vers la conquête de positions locales. Et le meilleur endroit, c'était évidemment le Conseil général. Et ils avaient d'ailleurs déjà réussi en 1964 et 1965 à enlever 2 sièges de conseillers généraux. Ensuite arrive la guerre et la chute du régime, donc le 4 septembre. Et ça modifie complètement la stratégie républicaine. Dès avant le conflit, les républicains, épousant la mentalité populaire, avaient dirigé contre la loi militaire du maréchal Niel et les obligations du service une charge extrêmement vigoureuse. La guerre menaçant, puis déclarée, les journaux républicains qui étaient lus dans le Gard, il n'y avait plus de journal républicain dans le Gard, mais il y en avait 2 de l'Hérault, la liberté de l'Hérault et les droits de l'homme étaient diffusés un peu dans le Gard, et attaque vigoureusement la décision de la guerre. La guerre est le fléau des fléaux, un abattoir humain même, selon un lecteur des droits de l'homme. Parce qu'on considère que la guerre ne peut que renforcer le régime, on ne doute absolument pas de la victoire, et on pense qu'elle va renforcer le régime. Alors la masse des Gardois, d'ailleurs, a accueilli la guerre avec une grande tiédeur, et en outre, les protestants se trouvent sur la défensive parce que du côté catholique, on les accuse de sympathie envers la Prusse protestante. Alors les protestants français ne pourraient que soutenir les Allemands, puisque une partie de ceux-ci, majoritairement, donc, sont protestants. Mais avec les premières défaites accueillies avec consternation, l'opinion républicaine évolue radicalement, car la patrie étant menacée, les républicains se prononcent vigoureusement pour la défense nationale. Et à ce moment-là, on commence à évoquer les souvenirs de 1792, de la lutte contre l'invasion, un virage de bord radical qui eut quand même un peu de peine à convaincre. Puis intervient la chute du régime à Paris le 4 septembre, facilitée par la défaite de Sedan. Elle se traduit très facilement à Nîmes par la suite de 2 manifestations populaires dans la nuit du 4 puis dans la journée du 5, et une commission départementale formée des leaders républicains locaux et présidée par un avocat, Louis Laget, ancien 48ard, on en reparlera un peu plus loin, est formée. À Nîmes, une nouvelle municipalité est instituée, et alors là, par un geste de conciliation, d'ouverture, on y nomme un avocat libéral qui était un ancien légitimiste, Auguste de Miance. Les leaders républicains locaux sont placés à la tête des principales municipalités, de façon évidemment autoritaire, mais ce nouveau pouvoir républicain est en réalité extrêmement fragile, parce que si, du fait de la chute du régime, les bonapartistes ont disparu du paysage politique, alors là, ils ont complètement disparu du paysage politique. Les royalistes, eux, sont toujours bien présents, très puissants,
Et leur neutralité apparente vient du fait qu'ils considèrent cette nouvelle république comme tout à fait provisoire en attendant le retour à la monarchie. D'autre part, sauf dans les régions protestantes où le patriotisme est encore actif, eh bien, les masses ne manifestent toujours pas la ferveur patriotique indispensable, et on verra même qu'il y a une insoumission assez forte. Un front conservateur, alors, se manifeste notamment au Conseil général, qui demande des élections immédiates et la fin du provisoire. D'autre part, même à l'intérieur du Parti républicain, d'autres divisions s'approfondissent. Parce que les républicains modérés qui soutiennent le gouvernement de la défense nationale voient avec inquiétude l'aile républicaine radicale tenter d'implanter à Nîmes la Ligue du Midi. Cette ligue, fondée par Esquiros et ses amis à Marseille en septembre 1970, se proposait de dynamiser la défense nationale en s'appuyant sur la mobilisation des masses. Mais on lui reprochait d'avoir aussi des aspects fédéralistes. Et en tout cas, le gouvernement de Tours, lui, a réagi très vite et s'est efforcé d'étouffer les efforts de la Ligue jusqu'à son extension de fait au début de novembre. Alors, les républicains modérés du Gard ont donc plutôt remporté la victoire, de leur côté du moins, et ils font paraître même, à partir du 22 novembre, un nouvel organe départemental, le Gard républicain, et ils créent une société de propagande républicaine qui constitue un bastion républicain modéré, destiné à équilibrer aussi les tendances plus radicales qui se manifestaient à Nîmes, précisément dans un quartier de Nîmes, le quartier de la Placette, où il existait un club républicain. Alors, si la chute de Metz à la fin octobre, par suite de la trahison de Bazaine, indigne les radicaux locaux, malgré tout, ils n'adhèrent pas au mouvement insurrectionnel parisien du 31 octobre, qui contestait donc le gouvernement de défense nationale, car ils craignent une guerre civile dangereuse pour la défense nationale. En revanche, si la situation s'aggrave pour les dirigeants républicains du Gard, c'est parce que le défaitisme gagne plus massivement les populations et provoque même chez les appelés une vague d'insoumission difficile à enrayer. C'est sur ce fond de malaise qu'interviennent l'armistice, donc, 28 janvier 1871, et les élections qui ont été convoquées quasiment 8 jours après, le 8 février. Alors, comme en 1849, le scrutin est départemental, c'est-à-dire que donc ce sont des listes qui s'opposent au plan départemental. L'aile gauche, représentée à Nîmes par le Club central républicain, à Alès par le Club républicain et soutenue par Guesde dans les droits de l'homme, refuse énergiquement la perspective d'élection. Elle compte sur Gambetta, parce que Gambetta a désapprouvé l'armistice, mais sans quand même s'opposer aux élections. La campagne en faveur de l'abstention que Jules Guesde, le jeune Jules Guesde, qui dirigeait les droits de l'homme à Montpellier, mène dans son journal, a cependant peu de succès. Et c'est le courant favorable à la participation, incarné encore une fois par le Gard républicain et la Société de propagande républicaine, qui l'emporte. Alors on fait une liste donc à partir d'une vaste réunion de toutes les forces républicaines, et cette liste comprend essentiellement les autorités qui avaient dirigé le département pendant la période de transition, c'est-à-dire le préfet du Gard, Louis Daget, les sous-préfets des 3 arrondissements du camp Bosquet-Bousquet, et aussi Jules Cazot, qui était une sorte de second de Gambetta à la délégation de Tours et qui était gardois d'origine et militant républicain. Alors à cette liste s'opposèrent 2 listes de droite, mais une principalement, qui était entièrement royaliste soit légitimiste, soit orléaniste, et puis on avait mis Thiers en tête parce qu'on pensait que ça attirerait des voix. La campagne... Tiens, mais attends, je vois que... Voilà. La campagne très courte, donc, ne permet pas véritablement un débat politique, et le résultat, donc, est
et en plus d'autant plus mauvais pour les républicains que le vote n'a pas toujours été libre et que, en particulier dans le bassin minier, la Compagnie de la Grande Combe a fait pression sur ses ouvriers. Ça représentait 6 000 voix, hein, les votes de la Compagnie de la Grande Combe, et ça n'était pas du tout négligeable. Alors, le résultat des élections, vous l'avez là. Vous voyez que c'est toujours la diagonale républicaine qui a tenu bon, c'est-à-dire la vallée du Gardon, etc., tout ce que j'avais dit tout à l'heure, et puis que le reste, eh bien, ce sont les royalistes. Ce qui est en blanc, ce sont les royalistes. Donc c'est le bastion républicain qui a bien tenu le coup, plutôt en février 71, et qui a donné la majorité dans ces cantons-là aux républicains. Alors, malgré tout, ce vote est entièrement défavorable aux républicains parce que tous les députés royalistes ont été élus. Et il n'y a eu aucun élu républicain. Alors, si on regardait de près les résultats, c'était quand même pas si mauvais que ça. D'abord parce que les suffrages républicains avaient progressé 43%. Il n'était que 32% pour le total du département en 1869. Et qu'il y avait quand même 17 cantons que vous voyez sur la carte qui avaient donné la majorité donc aux républicains. Alors, qu'est-ce qui avait peut-être un peu... il y avait une poussée républicaine dans les cantons déjà acquis, et puis un petit ralliement de cantons plutôt des Cévennes qui avaient voté bonapartiste jusque-là, mais qui, au fond, s'étaient plutôt ralliés aux républicains qu'aux monarchistes. Bon, ces résultats, donc, n'étaient pas bons dans les médias, mais ils justifiaient, en somme, la tactique très prudente des républicains modérés. Et puis, elle les conduisait aussi à se rapprocher de Thiers, parce que Thiers, pour eux, paraissait une sorte, quand même, un peu de garde-fou contre les royalistes. Il y a un double jeu avec Thiers. Hein. Les légitimistes comptent sur lui, et les républicains aussi, et effectivement, il est passé du royalisme au républicanisme au cours de la période. Ensuite, donc, on passe à la période qui s'étend des élections du 8 février à la fin de la Commune. Et cette période a été vraiment très difficile pour les républicains. Que faire face à la Commune, d'une part, et à une assemblée très réactionnaire, d'autre part? Parce qu'il y a les deux dangers, hein, faut pas... Bon, il n'y a pas eu de commune à Nîmes comme à Marseille ou à Narbonne, et les raisons sont assez évidentes. Le contexte local était beaucoup moins favorable. La principale ville du Gard, Nîmes, était encore dominée par les royalistes qui pouvaient requérir en cas de besoin une garde nationale qu'ils dominaient parfaitement. Nîmes était en outre une importante ville de garnison. En face, le mouvement ouvrier gardois est encore extrêmement faible. La Première Internationale a très peu pénétré dans le Gard. Un seul club républicain de Nîmes, celui de la Placette, encore une fois, penche nettement en faveur de la Commune. Et à cela, il faut ajouter, et je pense que c'est très important, le souvenir de l'expérience historique de 1851, très traumatisante, qui a été suivie d'une répression extrêmement dure, hein, puisqu'il y a eu non seulement 1000 personnes poursuivies, mais un certain nombre de déportations en Algérie. Alors, le débat au sein du camp des républicains se déroula quand même, hein, dans la presse, autour de l'interprétation du mouvement communaliste et de la possibilité de parvenir à une médiation entre Paris et Versailles. C'est ce débat-là qui domine. Alors, Gued, toujours dans les droits de l'homme de Montpellier, défend l'idée que c'est le vrai Paris qui soutient la Commune, parce qu'on discute, est-ce que c'est le vrai Paris qui soutient la Commune ou non, que celle-ci est un mouvement républicain qui s'oppose au projet d'une assemblée usurpatrice. Et pour lui, la base d'une médiation pourrait être l'organisation d'élections générales constituantes et aussi d'ailleurs municipales, qui aboutirait à la dissolution de l'Assemblée et à celle de la Commune. Donc on faisait la part égale, hein, dissolution de l'Assemblée, dissolution de la Commune. Au contraire, les républicains modérés qui suivent les députés républicains de Paris, qui sont pour la plupart, je le rappelle, restés à Versailles, hein, n'admettent pas de remettre en cause la légitimité de l'Assemblée élue. La Commune est un mouvement insurrectionnel contre cette Assemblée élue au suffrage universel. C'est un danger
Surtout alors que la France est encore occupée par les Prussiens, ce qu'il ne faut quand même jamais oublier. Le contenu politique du mouvement communaliste leur paraît flou, et ils refusent aussi le fédéralisme supposé, d'ailleurs, qui leur semble dangereux pour l'unité nationale. Et eux n'envisagent une médiation que sur une base extrêmement modeste, hein, c'est-à-dire que Thiers affirme que la République est irrévocable. Ensuite, on dissout la commune et on fait une amnistie pour les communards. On n'a pas beaucoup souligné l'aspect social de la commune, un peu toutefois dans la région alésienne. Mais malgré tout, l'idée de faire pression sur le pouvoir exécutif et l'Assemblée pour l'amener à des concessions eut un certain succès, puisque un certain nombre d'adresses et de pétitions furent envoyées à l'Assemblée ou à Thiers pour demander une conciliation. Alors, les petits carrés et les petits ronds noirs, ce sont les adresses qui ont été envoyées du département par des gardes nationales, par des municipalités, par des cercles républicains à Thiers ou au pouvoir exécutif pour demander une conciliation sur la base tout de même de la... alors certains demandaient aussi la dissolution de l'Assemblée, mais ils étaient peu nombreux. La plupart, donc, acceptaient malgré tout que la commune se dissolve en échange de concessions et en particulier en échange de l'affirmation de la République. Bon, mais ce qui est intéressant aussi dans ces adresses, c'est qu'elles défendaient les communards, qu'elles présentaient non pas comme des sauvages, mais comme de bons républicains, qui avaient répondu aux provocations de l'Assemblée, et elles soutenaient aussi les revendications municipales de Paris. Alors, ce mouvement a abouti d'ailleurs à des congrès, un congrès départemental d'abord de ces initiatives, et puis ensuite il y a eu un congrès à Lyon, un congrès des municipalités républicaines qui envoya sans succès d'ailleurs des députés, des délégués à Versailles, mais parmi lesquels il y avait d'ailleurs un gardois. La participation de quelques gardois à la commune, l'officier Louis-Nathaniel Rossel, vous savez, donc, qui est le seul officier de l'armée régulière qui a rejoint la commune, et le cordonnier Napoléon Gaillard, qui lui a été le chef, momentanément le chef barricadier de la commune, a attiré naturellement un peu l'attention, mais surtout celle des adversaires du mouvement communaliste. Ensuite, après le procès de Rossel, etc., quand il est menacé d'être exécuté, et ce qu'il sera d'ailleurs, eh bien là, on s'intéresse plus à Rossel. Bon, en tout cas, la commune n'avait pas profondément divisé des républicains gardois, même s'il y avait de fortes tensions. Elle les divise d'autant moins qu'ils ont à lutter sur le terrain local contre l'action du gouvernement. Car dès le mois d'avril 1971, le gouvernement a évincé les préfets et sous-préfets nommés par Gambetta. Le nouveau préfet, Guy de Champvent, est un homme extrêmement autoritaire. Les maires de Nîmes et d'Alès sont également remplacés. L'épuration touche d'autres fonctionnaires, un juge de paix, des professeurs du lycée de Nîmes, des journalistes. À partir du 14 avril, le gouvernement remet en place les conseils municipaux élus sous l'Empire. Alors ça, c'est assez monstrueux, hein. Les droits de l'homme de Montpellier cessent de paraître parce qu'ils sont poursuivis devant les tribunaux. Gued doit se réfugier en Suisse car il est condamné à la prison. Cette offensive générale, qui relevait en quelque sorte d'un premier ordre moral, tendait à rapprocher les républicains pour résister aux autorités et aussi dans la perspective des prochaines échéances électorales. Alors, ces prochaines échéances électorales, ce sont d'abord des élections municipales d'avril 1971 qui se déroulent pendant même la Commune. Les Républicains en attendaient beaucoup. Ils n'avaient rien à attendre de Nîmes et d'Alès, et même de la plupart des villes du département, mais ils pouvaient espérer obtenir des succès dans un certain nombre de communes. Et vous voyez que là, les communes qui ont des traits horizontaux, eh bien, ce sont les communes qui ont donné clairement, qui ont élu clairement une municipalité républicaine. Alors, ça n'est pas un nombre énorme, 50 communes, mais comme il y avait énormément de communes où les listes étaient simplement des listes d'intérêt
communaux, vous voyez, et sans nuance politique extrêmement précise, eh bien, on peut dire que c'était malgré tout un résultat tout à fait honorable. Alors, la seconde échéance, c'était les élections partielles de juillet 1871. Alors, je reviendrai un peu. Ces élections étaient importantes parce que vous savez qu'en février 71, il y a un certain nombre de députés de candidats qui ont été élus dans plusieurs départements, tiers dans de très nombreux départements et bien d'autres. Et donc, il a fallu faire ensuite des élections partielles qui ont eu lieu en juillet. Alors, pour le Gard, il y avait 2 sièges à pourvoir, car deux députés de février, Thiers et Chabot-Latour, avaient opté pour d'autres départements. Alors cette fois-ci, l'élection se déroula front contre front parce que le parti légitimiste, négligeant toute alliance, présenta deux candidats légitimistes, Adolphe Blanchard, maire de Nîmes, et le comte Henri de Brissac, en donnant clairement au vote une signification institutionnelle, c'est le choix de la monarchie. Et les Républicains, eux, avaient choisi 2 de leurs leaders. Alors on va les voir. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. Alors, Louis Laget, qui avait été préfet du Gard, donc, mais qui était un républicain de 48, qui avait dirigé ou du moins contribué très fortement au journal républicain de l'époque qui s'appelait Le Républicain du Gard, arrêté en 1851, condamné à déportation en Algérie. Il s'enfuit, il n'est pas déporté, mais il est ensuite gracié en 1953 et il recommence à avoir une activité politique à la fin de l'Empire, mais seulement à la fin de l'Empire, vers 1865. Et le second, alors ça c'est une caricature postérieure, légèrement postérieure. Et l'autre, c'est Jules Cazot. Alors, Jules Cazot, alors à peu près le même topo, hein, c'est-à-dire 48 arts, un avocat lui aussi, candidat aux élections en 1849, pas élu d'ailleurs. Alors en 1951, il n'avait pas participé à l'insurrection, mais il a été arrêté quand même, et il a été condamné à l'internement, gracié en 1853, et ensuite il va à Paris et il devient un ami de Gambetta, dont il est en quelque sorte un peu le second, mais il a des attaches gardoises, puisqu'il est originaire du Gard, et donc c'est une personnalité importante et qui deviendra ensuite de plus en plus importante sous la Troisième République. Donc c'était vraiment les 2 leaders républicains du département, et donc ce choix était assez équilibré. Laget était plutôt modéré, Cazot était un peu plus gambettiste, nettement plus gambettiste. Donc, malgré tout, ça incarnait à peu près les forces républicaines du département, mais quand même plutôt le parti un peu modéré, hein, malgré tout. Bon. Alors, les radicaux se sont posé la question, qu'est-ce qu'il faut faire, hein? Est-ce qu'il faut soutenir ces hommes ou bien non, en disant qu'ils ne sont pas assez avancés? Alors, réalistes, les leaders de l'extrême gauche, comme un médecin de Nîmes, Louis Combet, qui a joué un rôle actif pendant cette période, se sont employés quand même à rallier les hésitants, et en disant que si on n'avait pas pu mettre fin à l'Assemblée par l'insurrection, eh ben, il fallait quand même utiliser le bulletin de vote. Et puis, les 2 candidats républicains ont quand même, dans leur discours, dit qu'ils acceptaient l'idée de l'autonomie communale et des franchises municipales. Alors, qu'allaient faire aussi les conservateurs libéraux qui, en février, avaient voté pour la liste royaliste qui comprenait certains des leurs, mais qui, en 1871, en juillet 71, n'avaient plus personne pour qui voter, puisqu'ils n'avaient plus du tout de candidats. Alors, comme beaucoup étaient quand même très opposés aux légitimistes, qu'ils se ralliaient plutôt à Thiers, les républicains, eux aussi, axèrent leur campagne sur l'idée que la République, c'était pas en somme si mauvais que ça, hein, c'était un gouvernement de la nécessité, on ne pouvait pas faire autrement, c'était le seul gouvernement capable de relever le pays et de préserver la paix à l'intérieur comme à l'extérieur, et ils prirent d'autre part l'engagement de faire respecter la liberté religieuse. Donc c'était une concession, hein, pour obtenir des voix centristes, je dirais. Et c'est cette double adhésion de l'extrême gauche
et du centre-gauche qui allaient permettre le succès des Républicains. Alors, au soir du 2 juillet, la situation n'a pas énormément changé, mais elle a suffisamment changé pour que maintenant les Républicains soient majoritaires dans le Gard, et ils sont majoritaires avec plus de 10 000 voix de majorité. C'est la première fois depuis 1848 que, dans un scrutin sans aucune ambiguïté, les Républicains obtiennent la majorité des voix dans le Gard. À quoi est dû ce succès ? D'une part, il y a eu des électeurs nouveaux du côté républicain, et les conservateurs, eux, se sont parfois aussi abstenus, qui avaient voté autrefois légitimistes, ils se sont abstenus. Le vote paysan a largement, cette fois, profité aux Républicains, alors qu'il avait, pendant tout l'Empire, soutenu les bonapartistes. La progression des voix républicaines est en effet très forte en pays rural, le plus souvent catholique, que ce soit dans l'ouest du département ou dans l'est, qui, cette fois, vous voyez, commence à voter républicain. Canton d'Alzon, Saint-André-de-Valborgne, Sumène-le-Vigan à l'ouest, canton d'Uzès, Barjac, Rémoulins, Roquemaure, Villeneuve-les-Avignon à l'est. Ici, la crainte d'une restauration de la monarchie, la crainte de nouveaux troubles, si tel était le cas, a certainement joué. Et on s'aperçoit que la commune, bien qu'écrasée plutôt, on ne sait pas si c'est parce qu'elle était écrasée ou bien qu'écrasée, n'a pas suscité de réflexe de défense sociale au profit des monarchistes ou du moins des conservateurs. Enfin, on note une inflexion très intéressante de la Compagnie de la Grand-Combe qui, en février, avait fait voter massivement pour les candidats royalistes et qui, cette fois, a fait voter pour un candidat royaliste et un candidat républicain, Adolphe Blanchard et Louis Lagesse, ce qui a permis d'équilibrer un peu les votes de la Compagnie, parce que la Compagnie fait voter ses ouvriers, c'est en donnant des bulletins de vote, et puis il faut aller voter comme le veut la Compagnie. En revanche, dans la partie de la diagonale protestante, eh bien, les voix républicaines n'ont pas tellement progressé, ou même parfois ont légèrement reculé. Alors, soit qu'elles avaient déjà beaucoup donné en février, soit que les candidats républicains n'étaient peut-être pas tellement attractifs pour les plus avancés. Bien, conclusion donc. La victoire républicaine est incontestable et elle est décisive pour toute la Troisième République. Il n'y aura plus jamais de majorité royaliste dans le Gard. Et elle sonne le glas de la domination donc des légitimistes. Mais elle est fragile, comme on peut le voir, parce qu'elle résulte, pour une part, du ralliement, alors qu'est-ce que ça va devenir, de voix conservatrices modérées, favorables à Thiers, et d'autre part, parce qu'au plan national, en juillet 71, il ne faut pas oublier que l'hypothèse d'une restauration monarchique n'est nullement écartée. Elle va rester très, très, très présente jusqu'en 1874 et n'échouera que à la fois par suite de la progression des voix républicaines et aussi par suite des hésitations du comte de Chambord. Dans l'immédiat, et malgré leur division, la nécessité de l'union s'impose donc pour les républicains et aussi celle de poursuivre méthodiquement l'implantation de l'idée républicaine dans les communes, ce qui sera le travail des années suivantes. Les espoirs qu'avait pu faire naître la commune ne disparaissent pas complètement pour autant, mais ils sont repoussés quand même dans l'avenir. La permanence d'un mouvement royaliste assez fort dans le Gard tendra à faire prédominer le clivage républicain contre royaliste sur tout autre et à rendre plus difficile l'affirmation d'un mouvement socialiste autonome. Je vous remercie.